Bonjour. Bonjour. J'aimerais que tu me parles de la fragilité de la perfection dans la manifestation. Ah, bon, écoute. Qui est, d'ailleurs, c'est marrant parce que la perfection en tant que telle, on sait ce que ça représente. Et la perfection en tant que telle est immuable. Mais par contre, dans la manifestation, elle se retrouve fragile, remise en question au moindre truc. C'est l'histoire de la... On ne peut pas rendre absolu quelque chose qui est relatif, voilà, c'est ça. Bon, on retrouve ça effectivement dans les... Tu vois, dans le parcours de l'humanité, en quelque sorte. On a parlé un jour des castes, de ce que ça représentait. On a parlé du compagnonnage. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, ce phénomène des castes, ce qu'il y avait, c'est que parmi les artisans, un enfant naissait chez un artisan, il naissait avec la même disposition que son père, ou que sa mère, c'est le suivant qui c'était une fille ou un garçon, mais donc il naissait chez un chaudronnier, il naissait un chaudronnier. Il y avait une perpétuité dans ce mouvement, et ça a duré pendant très longtemps. L'histoire des castes en Inde, il faut savoir que ça a duré à peu près 4000 ans. Tu veux dire que le savoir se transmettait de génération en génération? Voilà. C'est ce qu'on appelle l'empirisme aussi. On peut donner plusieurs noms, mais c'est disons, il y avait une perpétuation, ce qui veut dire qu'un enfant, il naissait avec cette disposition-là. Donc il y avait un acquis déjà. Il arrivait avec tout un acquis. Raison pour laquelle ils en sont arrivés à des perfections dans les travaux. Et chez les artisans ici, ça existait aussi, ça. Ça s'est cassé à un moment donné. Comme ces 2 derniers siècles, c'était la cassure totale. Où on a perdu de vue ce que représentait une vocation, ce que représentait un métier. Tout est parti dans un mouvement par rapport à l'industrie, par exemple. Tout est parti dans une dissolution, quelque part, de tout ça. Oui. Mais les gens naissaient, moi j'ai rencontré des gens avec des doigts de fée. C'est des fées, c'est magique leur histoire. C'est bien joli de dire il est habile, mais il y a un passage pour en arriver à ce genre d'habileté, à cette possibilité-là. Tu sens que c'est quelque chose qui est inimaginable de nos jours. Tu peux peut-être raconter l'histoire de ce bonhomme qui vous a fait comme ça, avec un tonneau, une aile de voiture. Ah oui, on avait eu 2 coups de cuillère à peau. Quand j'étais jeune, j'étais parti avec 2 copains d'ailleurs. On était allé en Turquie en voiture. En Turquie donc. En Turquie, oui. Et on a eu un accident et la voiture avait une aile qui était complètement torchée. On ne savait pas comment faire pour redresser tout ça, faire quelque chose qu'on puisse continuer de rouler. Ouais. Et finalement, on est allé chez un chaudronnier. Et sur les indications de quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui, bon bref, ça c'est fini chez le chaudronnier. Le chaudronnier regarde ça, bon, et on s'est dit, il va essayer de nous décabosser ça. Non, non. Lui, il n'a pas décabossé, il a viré l'aile et il en a fabriqué une. Donc il l'a fabriqué avec un tonneau d'huile moteur, ces tonneaux de 200 litres, là, ces fûts de 200 litres. Il a découpé ça, il a commencé à taper avec ses marteaux. Ça c'est fini qu'il nous a installé l'aile, avec le phare, le clignotant, enfin tout ce qu'il fallait, et c'était ni vu ni connu. À la main. Pour lui c'était normal. Hein. Après un coup de peinture et... Oui, c'était fini. La poussée, elle était propre. Elle n'était pas martelée, c'était pas un truc à changer. Et on est rentré en Suisse, le copain avec sa voiture, il n'a pas changé son aile. C'est incroyable. Elle était aussi bien que l'autre. Hein. Et lui, il l'a fait avec ses marteaux, c'était normal. Il n'a pas vu ça, il n'était pas en train de faire un exploit. Et quand tu regardes ce qu'il faisait, effectivement, il ne faisait pas un exploit, il faisait des trucs bien plus compliqués que ça, lui.
Et c'était normal, ça coulait de source. Je veux dire que cette transmission de génération en génération, ça a affiné un savoir jusqu'à une perfection totale. Ah oui, oui j'ai parlé du Chaltozar. Oui, on s'en rappelle. Eh bien, c'est la perfection, là. On peut pas. Comment est-ce qu'on peut imaginer d'en arriver à faire un ballet, une danse avec chacun un fil de soie et qu'à la fin de la danse, il y a un châle qui est tissé. Il faut déjà essayer de l'imaginer, le truc. Et puis il y a un maître de ballet qui est là, puis lui, on regarde que ce maître de ballet, on ne s'occupe pas des brins. On n'est pas en train de regarder ce qu'on fait. On regarde ce qu'on fait, oui. On regarde le centre. Donc le centre, c'est le maître en question. Donc on regarde le maître. Voilà ce qu'on fait. Et l'Inde, c'est 4000 ans de transmission. Voilà, c'est pour ça qu'ils en étaient arrivés à des choses qui apparaissent surhumains. Ouais. Voilà. Alors ça a été cassé avec l'ère industrielle, avec le processus qui est venu se mettre en place. Pour reparler de ces châles, ces gens-là, ils vivaient comme des ascètes, dans le sens qu'ils mangeaient très peu, ils étaient tout le temps avec l'estomac qui criait famine. Ouais. Tu vois, c'est une vie monastique rude. Ouais. Voilà ce qu'ils vivaient sur le plan pratique. Donc ils sont constamment dans une position particulière, c'est comme des moines en prière, voilà. Ils sont là, puis tout d'un coup, on vient les gaver. On arrive avec de la boustifaille qui n'en finit plus, d'ailleurs d'une qualité ou d'une autre, mais on arrive avec un surplus de boustifaille. Quand tu crèves de faim, tu es constamment avec la faim qui te tenaille. Quand quelqu'un commence à arriver, puis tu trouves une situation où ça commence à prendre un peu plus de volume, tu dis pas non. Ouais. C'est pas possible, tu comprends? Surtout que tu n'es pas en train de savoir qu'il ne faudrait pas y toucher parce qu'autrement tu risques de je sais pas quoi. Tu as vécu comme ça, tu as vécu comme ça. Tout va bien. Tu ne te poses pas des questions, mais tout d'un coup tu te retrouves dans une autre situation, tu vis avec la nouvelle situation. Le problème, c'est que c'était fini. Ils ont fait pendant une année, ils ont commencé à faire d'autres travaux qui leur ont rapporté un peu plus d'argent. Donc ils ont pu se nourrir un peu mieux. Quand ils ont voulu essayer de refaire un cheval, c'était fini l'histoire. En une année, ah oui, en une année, c'est ratiboisé. C'est ratiboisé. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Un personnage, il peut faire 20 ans, 30 ans de monastère en prière. S'il arrête à un moment donné, il se retrouve parachuté dans le monde, il lui reste évidemment quelque chose. Je ne veux pas dire qu'il a tout perdu, mais c'est fini, il s'est déconnecté à quelque part. Et c'est là où c'est difficile à comprendre, c'est que j'aurais pensé que ça ait plus de poids. Non, ça a du poids, mais en fait c'est comme ça. Et c'est arrivé, ce qui est drôle, c'est que c'est arrivé simultanément un peu dans tous les coins du monde. Je dis simultanément, ça peut être avec des différences sur le plan historique, le plan du temps. Mais tout d'un coup, il y a eu une cassure qui s'est produite. Tu vois, l'Amérique qui s'est produit la cassure avec les Indiens d'Amérique. Il y a l'Amérique du Sud, c'était pareil. En Inde, il y a eu ça avec l'arrivée des colonies anglaises. En Arabie, il y a eu aussi des colonies. Ici, indépendamment des colonies, ici, tout le monde artisanat s'est fait coloniser par l'industrie. Ouais. Ce qui veut dire que tout d'un coup, tous ces compagnons, tous ces gens, il y en a qui se sont recyclés dans un truc, dans un autre. Ils ont fait, c'est eux qui ont mis en place toutes les possibilités, on pourrait dire, de l'industrie, parce que c'est eux qui avaient encore les facultés de pouvoir faire ceci, faire construire même les machines qui allaient les bouffer. Tu comprends ? Et ces machines avaient de l'allure d'ailleurs. Donc il y a eu tout ce mouvement qui était en quelque sorte la fin des haricots
sur un aspect de la vie de l'homme sur cette terre. Et actuellement, on en est réduit à... Tu vois où on en est? Il y a 2-3 génies dans le virtuel qui sont en train d'aiguiller des noix sur un bâton, et puis autrement, il y a certainement des gens encore qui savent faire quelque chose, c'est pas... Mais je veux dire, c'est plus devenu généralisé. C'est fini. Et chez un artisan, chez un paysan, chez un musicien, au monde, il vient un enfant, ça peut être n'importe qui. Il n'a rien à foutre dans cette famille, apparemment. Tu ne sais pas pourquoi il est là. Il est né dans une famille de musiciens, puis lui, il n'entend rien, il ne comprend rien à la musique, ça l'intéresse pas. Ça ne pouvait pas être avant. Non, avant, ça n'était pas. Alors, ça pouvait pas, peut-être que ça pouvait. Et il pouvait y avoir exceptionnellement des cas où ça n'allait pas, mais il y a eu une période où non, les choses étaient réglées. Donc, on pourrait dire avant que les choses se manifestent, tout était réglé, c'était OK. Un enfant qui naissait dans une famille de forgerons devenait... Il était forgeron, c'est pas qu'il devenait, il était forgeron. Il est né forgeron, lui, par vocation. Tandis qu'à présent, la vocation d'un personnage, déjà, on ne sait plus ce que c'est. Et on ne sait plus la reconnaître, parce qu'il n'y a plus personne pour la reconnaître, alors que il y avait des personnages clés qui voyaient qui était qui. Bon, moi j'ai eu mon père qui était comme ça, lui, il voyait un bébé dans un berceau, il savait qui c'était. Il savait il connaissait la vocation de ce personnage. À présent, que ce personnage fasse le travail qui corresponde à cette vocation, c'est une autre histoire, puisqu'on est à côté de la question. Mais par contre, savoir ce qu'elle était sa vocation, il le savait. Tu veux dire qu'actuellement, les vocations, on pourrait dire d'une manière sous-jacente, elles existent toujours, mais les gens sont contrariés par un mouvement moderniste et ils ne savent plus reconnaître en eux cela. Ils ne peuvent plus reconnaître ça. Ouais. Ils ne peuvent plus, parce que déjà, ce qui est offert comme occupation n'a plus rien à voir avec des métiers. Et il n'a plus rien à voir avec une multitude de vocations. Actuellement, ce qui est le point, l'essentiel d'un mouvement, c'est la rentabilité, c'est tout un monde qui en fait va à l'encontre en quelque sorte de l'homme, on peut dire. Voilà. Donc il n'y a plus aucune raison. Quelle importance ça a actuellement que quelqu'un naisse forgeron, ou qu'il naisse tisserand, ou qu'il naisse musicien? On n'a pas besoin d'eux, tu veux dire? On n'a pas besoin d'eux, on a besoin de pièces de rechange pour faire fonctionner une machine infernale. Ouais, c'est sûr. Voilà, bon, donc mais par contre, on peut dire que ça fait partie aussi de la destinée de l'ensemble de l'humanité, puisque ça s'est trouvé répercuté dans tous les coins du monde, ce genre de choses. Il fallait qu'il y ait cette cassure. Voilà. Puis les dernières cassures, on les voit avec la Chine, avec tous ces coins-là. Il faut voir, moi, la Chine, il faut voir, il y a 30-40 ans, j'ai vu des objets qui venaient de Chine, artisanaux. Les travaux, c'était fait par des doigts de fée. Tu connais cette histoire-là, ces noix-là, à l'intérieur desquelles c'est des noix, c'est ajouré à l'intérieur, il y a tout un petit monde qui est sculpté. Je ne connais pas, mais ça ne m'étonne pas. C'est du délire. Non, je ne sais pas si c'est des noix, c'est quoi, je ne sais plus quoi. C'est du délire. Là, c'est des bouts de bois, les petits bouts de bois, et puis c'est ajouré à l'intérieur. Il y a tout un monde. Tu te demandes comment ils ont été sculptés ça, alors que c'est des petits trous autour ajourés. Ouais. Mais moi, j'ai un objet qui était une pièce d'épreuve de tourneur du Japon. Je dis un tourneur d'une fin d'apprentissage, hein, pas un maître. C'est une pièce en ivoire qui est travaillée, ciselée très délicatement, qui est ronde. Et à l'intérieur, il y a une autre sphère en ivoire aussi ronde, qui est aussi travaillée, qui coulisse là-dedans. À l'intérieur de celle-ci, il y en a encore une, il y en a 7. Un peu comme les poupées russes, quoi. Voilà, il y en a 7 l'une dans l'autre, mais elles n'ont jamais été séparées, donc c'était travaillé. Il a fallu tailler la sphère à l'intérieur d'une sphère, sans l'enlever de là, et la travailler tout le tour, puis ensuite en travailler une autre
Je veux dire, ça paraît, tu dis c'est un tour de force. Et puis Non, non. 7, c'est un chiffre symbolique, c'est dans la Oui, règle bah, là, de toute façon. Mais je veux dire, cette phase, c'est simplement sur le plan du travail. Comment est-ce qu'on fait? Tu vas donner ça à faire un tourneur actuellement, tu lui dis voilà, la pièce d'épreuve de la fin d'apprentissage, il faut qu'il se fasse ça. Moi, je l'ai montré à un tourneur qui enseigne le tournage à l'école de Brienz en Suisse. Il a dit, mais moi, je peux pas faire un truc comme ça. Tu l'as ta pièce? Ouais, je l'ai encore. Tu la montreras, on la montrera? Ouais, oh, mais c'est connu d'ailleurs, hein, attends, on ne voyait pas même. Prochain coup que je te vois, tu me l'amènes comme ça, on la filme. Ouais, j'espère que je retomberai dessus. Mais Elle n'a pas pris feu pendant je ton crois pas, incendie? je crois qu'elle n'était pas dans le coup, mais je suis pas certain. Ouais. Enfin bref, tout ça pour dire que ça paraissait, actuellement, faire ça pour un tourneur fin d'apprentissage, c'est un exploit. À l'époque en question, c'était tout à fait normal. En fait, ce qu'on peut conclure, c'est que c'est très facile de désapprendre et il n'y a rien de plus dur que d'apprendre. Ben, c'est un peu comme quand tu gravis une falaise. Ouais. Tu sais, tu montes, tu te tiens, mais si tu te lâches, tu tombes d'un coup. Ouais. Voilà. C'est comme les habitudes, les bonnes, elles sont faciles, elles sont très difficiles à prendre, puis les mauvaises, il n'y a rien de plus facile. Oui, il y a passé à cette loi de la pesanteur. Ouais, c'est toujours cette histoire C'est toujours d'apprentissage. cette loi, elle est non seulement sur le plan que tu lâches un objet, il tombe, c'est l'ensemble de toutes choses. Tu lâches prise, ça tombe, ça dégringole. Et oui, donc il faut vraiment lutter contre un mouvement qui nous plaque au sol, quoi, dans le sens figuré du terme, comme au sens propre, quoi. C'est ce qui fait, ce qui maintient cet équilibre. Tu vois, tu dois te tenir en équilibre entre le ciel et la terre. Ouais. Et si tu lâches prise, adieu. Ouais, c'est fou, hein. Ah oui, donc il y a vraiment un mouvement, comment dire, physique, qui ben, ce mouvement physique, il est l'image et le symbole même d'un mouvement qui va au-delà de la physique, en somme. Ouais. C'est comme ça. Voilà, c'est un symbole pour nous montrer, pour nous faire comprendre. En tout cas, c'est comme ça. Pour nous faire comprendre, est-ce qu'on a absolument besoin de ça ou pas de ça, c'est que la vie est... Les lois sont faites de cette manière-là. C'est inclus dans la loi de toute chose qu'il y a cette dualité, ce mouvement, cette obligation en quelque sorte. Il y a une démarche qui fait que tu tiens en équilibre ou pas. Donc l'homme doit fournir un effort. Ben, évidemment. Ouais. Si tu veux te tenir debout. Constant, je dirais même. Ben, si tu veux te tenir debout, si tu ne fais pas cet effort, même s'il est devenu tellement spontané en toi, qui te crée plus un souci, que tu ne demandes plus d'être d'une attention particulière, l'effort reste là. Il y a si tu te lâches, tu tombes. Ouais. Voilà. Okay. Alors tout est tombé là. Voilà. Ouais. Tout s'est écroulé. Hein. Après, on voit des trucs, on admire. J'ai vu récemment, tout le monde était en pleine admiration, ils ont donné des bourses à des chercheurs qui vont pouvoir chercher ce qu'ils veulent trouver. Attends, on fait une suite, excuse-moi.